8h32 sur BFM TV et RMC. Et mon invité est Mélissa Bell. Bonjour. Bonjour Néla. Vous êtes la correspondante de CNN en France, spécialiste des relations internationales. Vous connaissez parfaitement la France, l'Europe et les États-Unis. Et donc, vous allez nous aider à comprendre pourquoi ce qui se joue aux États-Unis est tellement important, pas simplement pour les Américains, mais aussi pour nous. L'Amérique vote jusqu'à ce mardi, Donald Trump, Kamala Harris, l'un des deux succédera à Joe Biden. Mélissa Bell, si vous deviez mettre une pièce sur l'un des deux. Personne ne peut savoir et ça serait hasardeux de s'aventurer à ce stade avec une projection. C'est dans les 7 États clés des différences entre les deux candidats. Dans certains États, de moins d'1% dans les sondages. Et ce sont ces 7 États qui vont décider cette élection. Pour l'instant, personne ne peut savoir. Et les sondages, on le sait, ne sont pas toujours justes et donnent une image un peu faussée au départ de ce qui peut arriver. Personne ne sait et cette élection est plus serrée encore que toutes les dernières. Ça veut dire qu'il est possible, si je comprends, moins d'1% des voix dans cet État, donc c'est quelques centaines de voix pour l'un ou pour l'autre. Donc ça veut dire qu'il est très probable que ce soir, nous n'ayons pas les résultats définitifs. C'est quasiment certain, puisque dans les États clés dont on parle, le système fait que, par exemple, en Pennsylvanie, là, les votes qui ont été... 78 millions d'Américains ont déjà voté avant le jour du vote. Dans l'État de Pennsylvanie, par exemple, qui est l'État clé le plus important, puisqu'il y a 19 électeurs qui en sortiront, les votes qui sont arrivés avant le jour J ne peuvent pas être ouverts, dépliés, passés dans les machines avant plus tard dans la journée aujourd'hui. Ce qui veut dire que la Pennsylvanie, forcément, va mettre quelques jours à donner son résultat et ce pourrait être décisif pour le résultat global. Oui, parce que pour réexpliquer le mode de scrutin, les Américains ne votent pas directement pour leur président, ils élisent des grands électeurs, État par État, et c'est ces grands électeurs qui ensuite donnent leur voix à Donald Trump ou à Kamala Harris. Précision, je disais, l'Amérique vote jusqu'à aujourd'hui, et vous l'évoquiez, c'est pas un jour où tous les Américains se rendent aux urnes. Il y a aussi un vote par correspondance et c'est pour ça qu'un certain nombre d'Américains ont pu d'ores et déjà mettre un bulletin dans une enveloppe, sauf qu'on ne sait pas pour l'instant qui ils ont choisi. Est-ce que c'est une vue de l'esprit lorsque l'on présente cette élection américaine comme un référendum pour ou contre Donald Trump ? C'est vrai qu'il a le passif, l'historique qu'il a, que depuis qu'il a une place particulière, puisque ce serait la première fois depuis 160 ans qu'un président qui avait été battu regagnerait la Maison-Blanche, mais aussi depuis sa défaite, il a été tellement omniprésent dans le paysage politique américain, et pas simplement parce qu'il a gardé le contrôle du Parti républicain, aussi à cause de ses messages de désinformation qui voulaient que 2020 lui avait été volé, qu'il aurait dû gagner cette élection, qu'il n'aurait jamais dû quitter la Maison-Blanche. Et c'est pas simplement un récit, c'est pas simplement ses paroles. On sait que dans les faits, le Parti républicain, suite à ces déclarations, ont passé une bonne partie des 4 dernières années à lancer des procédures dans quelques localités pour remettre en cause, en doute, pour mettre un doute finalement sur l'intégrité du système électoral américain. Donc sa présence a été beaucoup plus importante qu'un candidat sortant ordinaire. Et donc, de fait, il est au centre de cette campagne. Toutefois, pour nous Français, nous Européens, est-ce que Kamala Harris ou Donald Trump à la Maison-Blanche, ça a les mêmes conséquences en termes de relations entre le continent et les États-Unis, en termes de commerce, en termes de géopolitique ? Oui, c'est pas simplement que cette élection est plus serrée que les élections précédentes, c'est que la différence ou ce qui risque de sortir d'élection est complètement opposé. Et c'est pas simplement de vision de l'avenir des États-Unis et de sa relation dans le monde, c'est deux réalités différentes du présent qui sont présentées aux Américains. C'est ça qui est remarquable dans cette élection. Et pour votre question, on est là de ce que représentera la victoire de Donald Trump par rapport à la relation des États-Unis avec le reste du monde. Ce sont des tarifs sur les produits importés. C'est une rupture géostratégique beaucoup plus importante, avec des implications importantes et pour le Moyen-Orient, et pour l'Ukraine, et bien sûr pour l'Europe. Mélissa Bell, je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous êtes la correspondante de CNN en France et que vous connaissez mais parfaitement ces sujets-là, les acteurs en présence aux États-Unis, mais aussi leur vision et du monde et de l'Europe. D'ailleurs, question, est-ce que l'Amérique regarde encore l'Europe ? Kamala Harris, par exemple, je crois, n'a pas prononcé une seule fois ce mot-là dans sa campagne. Mais on parlait à l'instant, Néla, de la différence que fera le vote pour le reste du monde. Mais si on regarde la campagne à l'intérieur des États-Unis, c'est vraiment les implications pour les Américains qui intéressent et les électeurs et les stratèges de campagne de part et d'autre. La question de l'immigration, la question de l'inflation surtout, et de ce que voudra dire cette élection pour la capacité de l'Américain moyen
ou plus modestes à subvenir à ses besoins. Vraiment l'économie au centre de cette élection et la capacité des gens à survivre. On a fait un sondage récemment, 49% des Américains estiment aujourd'hui qu'ils ont moins de moyens, ils sont moins capables de faire face au quotidien qu'ils ne l'étaient il y a un an. Et ça, c'est vraiment ce qui a été au cœur de la campagne, dans ce dont ils ont parlé. C'est pas tellement la politique étrangère qui a primé cette fois-ci, avec l'exception notable sans doute du Moyen-Orient qui a joué un rôle important. Et notamment pour Kamala Harris. Et je vous propose de commencer par la candidate démocrate. On va procéder de manière pédagogique pour ceux qui nous écoutent. C'est celle que l'on connaît le moins, hein. Kamala Harris, elle est venue, je crois, une fois sur le continent européen il y a 3 ans. Est-ce que, d'abord, le verrou psychologique, en quelque sorte, si j'ose dire, d'élire une femme à la Maison-Blanche, est-ce que ce verrou a sauté aux États-Unis? On sait qu'Hillary Clinton, en 2016, c'était l'une des interrogations. Est-ce qu'une femme présidente, ça peut le faire sur la première puissance mondiale? Est-ce que ça, c'est fini? Ce n'est plus un tabou, une femme à la Maison-Blanche. Les Américains, est-ce qu'ils sont prêts? C'est une des questions. Et ce que disent les sondeurs, c'est que quand on leur pose la question sur Kamala Harris, sur sa politique étrangère, par exemple, et que la réponse vient d'électeurs où elle n'est pas tout à fait prête, qu'on peut y voir le fait qu'il y en a qui ne sont pas encore prêts à franchir ce pas-là. Et on parlait de la rupture historique que serait une deuxième présidence de Donald Trump, mais une première présidence de Kamala Harris le serait sans doute encore plus. Une femme de couleur, ça serait un changement énorme et une rupture qui doit faire peur aussi d'un certain côté. D'un certain côté, c'est-à-dire du côté républicain. Républicain, plus conservateur. Et puis, il n'y a pas que ça. D'ailleurs, elle a refusé de mettre en avant son identité, ni son genre, ni son ethnicité. Elle s'est focalisée sur son bilan, sur qui elle était, sur ses promesses de campagne. Mais c'est vrai que pour une partie de l'électorat, ça représente, et c'est d'ailleurs ce sur quoi Donald Trump a essayé d'insister, que c'était une radicale, en se focalisant justement sur les questions culturelles qui peuvent diviser les deux partis. Oui, lorsque l'on regarde son bilan, ou ce qui a été fait en tout cas par l'administration à laquelle elle appartient, l'administration démocrate sous la présidence de Joe Biden. Je rappelle qu'elle a été la vice-présidente du président actuel. Il y a eu l'Inflation Reduction Act, pardon pour l'accent, un paquet de mesures protectionnistes prises dans le dos des Européens. Il y a eu aussi, Mélissa Bell, le retrait unilatéral des troupes en Afghanistan. Il y a eu l'affaire des sous-marins australiens, qui était un marché remporté par les Français et qui a été saboté par Washington. Il y a eu le soutien timoré à l'Ukraine, ou en tout cas l'aide qu'il a fallu arracher dollar par dollar pour fournir des armes, pour fournir de l'aide financière à Kiev. Est-ce que ça veut dire que l'Europe devra se méfier, y compris dans le scénario d'une victoire de Harris? Est-ce que les démocrates, c'est aussi America First, l'Amérique d'abord? Je pense que les Européens ont été étonnés de voir à quel point Joe Biden l'était, notamment sur les questions économiques, beaucoup plus America First que n'avaient été des administrations démocrates précédentes. Sur l'Ukraine, je pense que ils ont été beaucoup plus forts, surtout au début de la guerre. C'est eux qui ont vraiment lancé l'idée d'aller soutenir sans faille le gouvernement ukrainien, même si plus tard, c'est devenu plus compliqué par rapport au Congrès de continuer cette aide qui avait été la plus importante, l'aide américaine à l'Ukraine. Mais pour le reste, c'est vrai, je pense qu'il y a eu ça a été étonnant de voir à quel point certaines mesures restaient en place, protectionnistes. Alors, rien à voir avec ce que propose Donald Trump avec un deuxième retour à la Maison-Blanche. On sait qu'il avait mis en place un programme de rupture la première fois. Cette fois-ci, on s'attend à ce qu'elle soit beaucoup plus importante. C'est 20% de tarifs sur tous les produits importés, 60% pour les produits chinois, ce qui aurait des conséquences pas simplement pour la capacité de l'Europe à faire ses affaires aux États-Unis, mais pour l'économie globale et ce qui s'ensuit pour le système. Du marché commercial global. Est-ce qu'on sait, question naïve, mais quand un vice-président succède à un président en place, est-ce qu'il garde les mêmes équipes? Non, on peut s'attendre à ce qu'elle les change, d'autant que ça a été, souvenez-vous, tellement étonnant finalement qu'elle s'insère dans cette campagne. On s'attendait à avoir Joe Biden face à Donald Trump jusqu'au bout. C'était ce fameux débat qui a fait basculer la chose. Donc en fait, elle a fait une campagne très courte. Si elle gagne, elle mettra en place ses propres équipes nouvelles. Mélissa Bell, si Kamala Harris gagne dans les prochaines heures, si elle est élue présidente des États-Unis, est-ce que ce sera grâce au vote des femmes? Alors, ce qui est hyper intéressant dans les sondages pour l'instant, c'est de voir l'énorme différence qui se creuse entre les femmes et les hommes. Kamala Harris a une avance nettement plus importante chez les femmes que l'avance de Donald Trump chez les hommes. Pour quelle raison?
Parce qu'elle a su leur parler, parce que la question de l'avortement se pose dans cette élection plus encore que dans les précédentes, puisqu'il s'est passé ce qui s'est passé ces dernières années par rapport à la Cour suprême et l'État fédéral, la capacité des femmes américaines à aller demander un avortement. Donc il y a ça. Et puis, je pense aussi, pour revenir à ce que je disais à l'instant, son arrivée un peu tardivement en campagne a réénergisé finalement ce parti démocrate et a donné envie aux femmes d'aller se faire entendre. Et d'ailleurs, dans le camp de Donald Trump, c'est assez inquiétant. Et on sait que ces stratèges ont essayé de le convaincre justement de s'adresser aux femmes. Nikki Haley, à un moment, a fait tout un discours en disant « Attention, vous allez perdre les Américaines parce que justement, de vous focaliser, Elon Musk, Donald Trump, dans des récits qui se dirigeaient vraiment pour les hommes, ça ne sera pas assez, d'autant qu'on sait que dans l'électorat, ce sont les femmes qui sortent plus sûrement, en plus grand nombre pour aller voter en général. Pour Kamala Harris, c'est un vote extrêmement important et qui peut faire la différence. Si elle gagne, elle devra donc beaucoup de sa victoire aux femmes. Si elle perd, en revanche, est-ce que ce sera à cause de ses positions sur le Proche-Orient? CNN a révélé un point très intéressant cette nuit, c'est que Kamala Harris ne dit pas tout à fait la même chose aux électorats. Aux États-Unis, bon, les candidats peuvent acheter de la publicité, y compris sur un certain nombre d'espaces publicitaires. Et votre chaîne a constaté que, par exemple, dans le Michigan, là où il y a l'électorat arabe le plus important, eh bien, le spot de campagne de Kamala Harris insiste sur le fait qu'elle ne resterait pas sourde aux souffrances de Gaza et aux souffrances des Palestiniens. Clip différent diffusé dans un autre État clé, la Pennsylvanie, où là, ce qui est mis en avant, c'est le droit d'Israël à se défendre pour ne plus jamais revivre le 7 octobre. Est-ce que c'est de la tactique politique? Et est-ce que cette question, au fond, du Proche-Orient, ça peut être ce qui l'a fait perdre Kamala Harris? Je pense qu'elle est importante puisque les États-Unis sont très divisés sur la question. Vous le disiez, les populations dans le Michigan, mais d'autres États américains, la population juive américaine et son poids dans le paysage politique américain, bien sûr, sur la question de Gaza, sont plus divisés que jamais. Ça a été compliqué à gérer pour le Parti démocrate ces derniers mois, notamment pour Joe Biden en début de campagne, qu'on voyait du point de vue des Américains dans le Michigan, n'avoir pas fait assez pour faire entendre justement ce qui se passait à Gaza. Elle est arrivée, justement, sa grande difficulté, ça a été de dire oui, j'ai été la vice-présidente de Joe Biden, mais attention, vu la dissatisfaction qu'il y avait par rapport à sa présidence dans l'électorat généralisé, je vais aussi faire une différence, je serai aussi différente de lui. Sur cette question, oui, elle essaie de faire valoir le fait qu'elle peut aller plus loin sur Gaza qu'il ne l'a fait, tout en essayant de garder avec elle le vote juif américain. C'est un équilibre très délicat. Est-ce que ça va la faire perdre? Non, je pense que si elle perd, ça sera sur des questions économiques, inflation, immigration. Et ça voudra dire que ce récit de Donald Trump qui existe depuis 8 ans sur une immigration effrénée, sur une crise aux frontières, sur le fait que les villes américaines sont noyées par des immigrés, donc avec beaucoup de désinformation qu'on a vu ces derniers mois ressurgir, aura été très efficace. Donald Trump. J'en viens à celui que nous connaissons le mieux, puisqu'il a déjà été président de la République, et si j'ose dire, on a payé pour voir. S'il perd, je comprends que le vote des femmes aura joué un grand rôle dans sa défaite. S'il gagne, à l'inverse, ce serait grâce à qui? Grâce au groupe religieux, par exemple. On sait qu'il est très soutenu, notamment par les évangéliques. Et que ce groupe évangélique joue un rôle encore plus important aujourd'hui qu'il ne jouait en 2016, puisque le vote non évangélique, c'est-à-dire ce socle du soutien du Parti républicain historique, qui était les Américains, les hommes blancs américains qui n'avaient pas de diplôme universitaire, est devenu démographiquement plus petit. Donc ce vote évangélique, pour lui, compte plus encore qu'il ne comptait sur la question de l'avortement. Il les a dans la poche, bien sûr, mais c'est aujourd'hui, s'il gagne, c'est aussi parce qu'il aura réussi dans sa campagne à parler à sa base. Et on l'a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, son message devenir toujours plus sombre. Et certains stratèges dans sa campagne voulaient qu'il essaie de parler à plus d'indécis, qu'il se concentre justement dans ses discours sur l'économie, sur l'inflation. Il est qui il est. Et plus les semaines ont passé, plus le discours est devenu sombre et autocratique. Et s'il gagne, ça veut dire que ça a été ignoré et que sa base est sortie suffisamment nombreuse pour compenser le fait que les indécis n'ont pas été séduits par un message qui serait plus au centre. Mélissa Bell, on est d'accord que si Donald Trump ne gagne pas,
il y aura une contestation des résultats. Jusqu'où cela peut aller? On garde en tête les images de l'attaque du Capitole lorsqu'il a perdu en 2020. C'est certain. On sait que depuis 4 ans, certaines parties du Parti républicain ont lancé 130 contestations, procédures préélectorales pour essayer de faire miroiter dans des localités des menaces qui n'en avaient pas vraiment été. Pour disqualifier le scrutin. Par exemple, le fait que des non-américains étaient sur des listes électorales. On sait que dans la réalité, c'est un nombre infiniment petit. Ça n'est pas un problème dans le système démocratique américain. Pas simplement les procédures, mais le récit qui vient du Parti républicain depuis 4 ans sème un doute. Et on l'a entendu de plus en plus clairement ces derniers jours dans la campagne. Si les démocrates gagnent, c'est qu'ils ont triché. Et ce sont des procédures lancées au niveau local qui pourraient retarder donc le résultat final. Et qui pourraient, on se souvient de 2020, c'était alors même que les votes étaient comptés, qu'il parlait de tricherie dans tel ou tel endroit. Ça a commencé déjà, il n'y a aucun doute que ça continuera cette année dans les prochains jours. Campagne extraordinaire, Mélissa Bell, quand on se déroule le film des dernières semaines entre la tentative d'assassinat de Donald Trump, Kamala Harris, qui est finalement désignée par les démocrates quand Joe Biden se retire, la violence verbale inouïe à laquelle on a pu assister entre les deux candidats. Est-ce que quand vous voyez cette campagne américaine vue de France, est-ce que vous voyez des similitudes? Est-ce que vous dites, tiens, la France peut être aussi guettée par cette forme d'américanisation de la politique et de brutalisation du débat public? Je ne lui souhaite pas, mais je pense que ce qui a été justement dans ce que vous expliquez, ce qui a été déterminant pour changer ça, pour faire qu'on arrive à ce point de vitriol, de division, de fracture, d'incompréhension, d'incapacité à s'entendre de part et d'autre du spectre politique, c'est aussi le fait que le paysage médiatique a beaucoup changé. Des chaînes comme la mienne ou Fox News jouent un rôle moins important dans l'information que reçoivent les gens aujourd'hui qu'en 2016. Les réseaux sociaux y ont été pour beaucoup, avec leur capacité à relayer des informations qui sont fausses, le fait qu'il n'y a pas d'intégrité journalistique dans les informations qui sont relayées, rien n'est checké, ou pas tout n'est pas checké. Et on a tendance, c'est aussi une façon d'amplifier certains messages. Donc, une partie de l'électorat va simplement recevoir des informations qui confirment les idées qu'ils ont déjà. Et cet espace réel, partagé d'autrefois, a eu tendance à disparaître. Moi, j'ai l'impression qu'en Europe, il existe encore. Vous avez encore des rendez-vous télévisés importants d'un point de vue national. Vous avez encore des journaux nationaux qui comptent, pas simplement en France, mais ailleurs. C'est ça qui s'est effrité beaucoup plus rapidement aux États-Unis. C'est difficile pour une chaîne comme la vôtre, Mélissa Bell, CNN, de couvrir la campagne du candidat républicain, alors qu'il vous a souvent désigné comme des médias relayant de fausses informations. Il vous a souvent accusé, au fond, de ce qu'il produisait lui-même. Ennemi public numéro 1 pendant la campagne de 2016. Et pourquoi? Parce que, comme disait notre chef à l'époque, parce que quand on est pour la vérité, on a l'air d'être contre Donald Trump. Donc, vous vous souvenez, après prendre son premier mandat, les journaux New York Times qui avaient fait des décomptes, des mensonges tous les jours. C'était complètement nouveau. Donc, pour les médias traditionnels qui essaient de faire leur travail, d'essayer de faire la part entre le vrai et le faux et de relayer des informations justement qui ont été vérifiées, qui sont factuelles, qui sont réelles, ça n'est pas un combat personnel, ça n'est pas un combat contre tel candidat, c'est un combat qui a toujours été éternel, qui est celui pour la vérité, pour essayer de dire les choses comme elles sont et de trouver la vérité là où elle est. Mélissa Bell, d'un mot sur les réseaux sociaux, puisque vous les avez évoqués, on voit qu'un certain nombre de grands patrons de la tech américaine gardent le silence, alors que traditionnellement, ils étaient plutôt démocrates ou perçus comme tels, à l'exception notable d'Elon Musk, qui ouvertement soutient Donald Trump. Est-ce que l'on sait, les patrons de Facebook, de Microsoft, les autres, qui ils soutiennent? On sait que, par pourquoi exemple, ils se taisent? Une particularité cette année, c'est que Corporate America, toutes les grandes boîtes, pas simplement les techs, souvent peuvent faire campagne pour aller voter. Donc pas pour un candidat ou pour l'autre, mais juste pour encourager les gens à aller voter. Cette année, beaucoup se sont tus parce que de peur d'être associé à une campagne ou l'autre. Et encore une fois, ça donne le Washington Post qui, pour la première fois, ne donne pas sa préférence. Ça aussi, c'est curieux, des médias qui donnent leur préférence. C'est courant aux États-Unis. C'est courant aux États-Unis, c'est curieux en France. Et le Washington Post en a perdu des dizaines de milliers d'abonnés parce qu'ils ont l'habitude justement d'avoir un journal qui leur dit bon, nous, on pense que tel candidat sera bon pour telle raison. Donc c'est un grand changement et ça en dit long. On est là sur la fracture de ce pays
et sur... jusque-là, on pouvait être pour les Républicains, pour les démocrates, ça pouvait changer, mais il y avait une capacité à se parler, à continuer à croire en un système, l'intégrité d'un système, un espace partagé, comme je vous disais à l'instant. Cette fois-ci, le fait que personne ne veuille être associé de trop près, avant, de peur, après, d'avoir des conséquences, en dit long sur justement la peur qu'il y a, l'inquiétude qu'il y a, et le manque de confiance, finalement, de part et d'autre. C'est nouveau. C'est nouveau et la bonne nouvelle, c'est que vous nous dites que la France, pour l'instant, n'est pas guettée par cette logique de bloc contre bloc. Merci Mélissa Abel, il est 8h52 sur BFM TV et RMC. Merci d'être venue à ce micro ce matin.